Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Nicolas. Bonjour Floriane. Comme vous pouvez le constater, Jean-Yves Le Gallou n'est pas présent aujourd'hui. C'était prévu. Mais ce qui était moins prévu, c'est que Michel Geoffroy tomberait malade. Alors on lui souhaite bien entendu un bon rétablissement, mais en attendant ça a provoqué quelques chamboulements. Voilà pourquoi je me retrouve à la place de Nicolas Faure. Et vous Nicolas, vous êtes à la place de Jean-Yves. Voilà, et puis ça va bien se passer, pas de souci. Alors, on va commencer tout de suite par le sommaire de cette émission. Zemmour-Schiappa, le chaos. Jusqu'à 520 000 spectateurs étaient réunis devant leur écran pour assister au duel entre Marlène Schiappa et Éric Zemmour. Dans ce Immédiat, nous analyserons ce duel et l'excellente prestation d'Éric Zemmour. Les décodeurs pris en flagrant délit de Bobard. Laurent Geoffrin qui nous explique qu'une hausse de 18% des homicides en janvier est normale. L'actualité médiatique aura été chargée, Nicolas. Ulrich Cabrel, un migrant très médiatique, c'est la coqueluche du moment pour des médias toujours ravis de pouvoir promouvoir l'immigration extra-européenne en France. Mais le discours de ce migrant met à mal le discours des politiquement corrects. Pour commencer cet Immédiat, voici l'image de la semaine. Et Nicolas, cette image, c'est une photographie de plusieurs drapeaux maghrébins qui sont accrochés au fronton d'une église. Oui, alors effectivement, c'était le 9 février, dimanche. Des jeunes sont montés le temps d'une photo sur le fronton d'une église à Albi pour immortaliser ce moment. La symbolique, elle est quand même extrêmement forte, c'est-à-dire qu'on a 3 drapeaux maghrébins avec en fait des pays musulmans derrière ces drapeaux, et accrochés symboliquement au fronton de cette église, on ne peut pas s'empêcher de penser quand même à un acte un petit peu de revendication, au moins avec quelques arrière-pensées religieuses derrière, de conquête, voilà, tout simplement. Donc c'est une prise de possession symbolique, et on se rend compte que finalement c'est peut-être quelque chose qui accompagne cette islamisation de la France que on peut parfois observer dans certains endroits, dans certains mouvements. Là, on a un exemple un petit peu caricatural, et alors ça fait de mal à personne puisque c'était a priori très rapide, etc. Mais symboliquement c'est quand même très fort, et on peut rappeler que Génération Identitaire, le mouvement militant, avait été condamné en justice, enfin certains de ses représentants ont été condamnés en justice après une occupation du chantier de la mosquée de Poitiers. Vous avez déployé une banderole eux aussi, pas certain que les condamnations soient les mêmes dans un cas et dans l'autre, évidemment. La différence qui tient peut-être au pas vu, pas pris. On va passer tout de suite au premier sujet. Zemmour, Schiappa, le chaos. C'était l'événement médiatique du début de semaine. En témoignent les chiffres records d'audience. 391 000 spectateurs en moyenne étaient devant leur écran pour le débat entre Marlène Schiappa et Éric Zemmour. C'est un chiffre qui est quand même assez important, Nicolas. Oui, et plus que ça, parce que c'est déjà un chiffre record en soi, mais il y a eu un pic d'audience entre 19h40 et 19h50, avec 520 000, 530 000 spectateurs à peu près. Donc c'est quelque chose d'énorme pour la tranche horaire et pour la chaîne CNews, évidemment, où c'est normalement, grâce à Éric Zemmour, on avait déjà augmenté, on était plutôt sur de l'ordre de 200 000 spectateurs en moyenne. Là, c'est une augmentation énorme. Alors, on ne vient pas tout à fait au niveau des concurrents comme Touche pas à mon poste ou Quotidien, évidemment. Mais on est quand même sur quelque chose de très, très important et qui montre que l'émission
d'Éric Zemmour face à l'info avec Christine Kelly marche très bien et gagne de l'audience régulièrement. Le concept a pris et en plus avec l'invité qui était Marlène Schiappa, évidemment, tout le monde a été au rendez-vous. Oui, puis rappelons qu'on n'est pas sur une émission de divertissement, comme vous venez de le souligner. Alors, on va revenir sur l'avant-débat. Le 31 janvier, c'était Valeurs Actuelles qui révélait l'information. Et Nicolas, l'indignation de SOS Racisme quant à la participation de Marlène Schiappa a alors été immédiate. Oui, alors voici quelques extraits du communiqué publié par SOS Racisme qui valent le détour. Hein. C'est avec un vif émoi que nous apprenons aujourd'hui que Marlène Schiappa a accepté de participer à l'émission d'Éric Zemmour sur CNews. Éric Zemmour est poursuivi par le parquet suite à son quasi-appel à la ratonnade qu'il a lancé le 28 septembre dernier, sous-entendu à la Convention de la droite. Qu'un membre du gouvernement accepte de participer à l'émission d'un tel personnage légitimera le dit personnage. Le dispositif mis en place autour d'Éric Zemmour n'est en aucun cas un débat. Dans ce dispositif, Éric Zemmour ne peut pas être battu, ni ses aficionados être convaincus. Donc le message est très clair. On est quand même sur de la télé publique, hein, c'est assez étonnant, il faut le souligner. Alors c'est pas de la télé publique, puisque c'est une chaîne privée, mais effectivement, on est sur normalement une chaîne un espace de liberté. Un espace de liberté. Exactement. Et ce qui est incroyable dans ce communiqué d'SOS Racisme, c'est évidemment la mention d'un quasi-appel à la ratonnade lancé à la Convention de la droite, ce qui n'était absolument pas le cas, évidemment. Et d'ailleurs, les enquêtes vont évidemment le montrer. Mais donc là, on a donc un mensonge énorme de la part d'SOS Racisme. Et évidemment, eh bien, tous les médias ont relayé ce communiqué, enfin une grande partie d'entre eux, qui ont relayé complaisamment ces propos, sans jamais les mettre en perspective avec la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a par exemple pas eu d'appel à la ratonnade. En fait, ce qui est très clair, c'est qu'on a un système donc associatif puis médiatique, qui s'en fait le relais ensuite. Ils ont bien conscience que Éric Zemmour est très fort, et c'est donc une tentative de le museler médiatiquement qui avait déjà été entamée au moment où il devait prendre... avec le CSA, avec les différents appels contre Éric Zemmour, signés par des journalistes. Exactement, et puis il y avait une campagne contre CNews à l'époque de sa venue pour Face à l'info. Donc ça a échoué, donc là, SOS Racisme essaye d'en remettre une pièce dans le jukebox, mais ça ne fonctionne pas très bien. Et ça ne fonctionne pas très bien, tout simplement parce que Marlène Schiappa ne s'est pas dégonflée. Alors on peut subodorer qu'à l'approche des municipales, et alors qu'on voit Emmanuel Macron et le gouvernement essayer d'adopter une attitude un peu plus dure, prétendument dur face à l'islamisme et ce qu'ils appellent le séparatisme, etc. On peut subodorer qu'il s'agit là d'une venue qui n'est pas innocente de la part de Marlène Schiappa, mais en tout cas, elle ne s'est pas dégonflée, c'est déjà ça. Clairement, elle ne s'est pas dégonflée. Elle était bien sur le plateau de Face à l'info ce lundi. Alors Nicolas, on va voir ça en détail. Tout d'abord, il faut rappeler que Éric Zemmour a choisi de commencer cette émission en rappelant que le terme discriminer, ça voulait dire avant tout choisir. Et si discriminer, c'est choisir, ne pas discriminer, c'est confondre. C'est la grande confusion moderne. Et j'essaye de comprendre pourquoi ce mot discrimination a pris une telle ampleur, et je crois avoir compris. C'est-à-dire que la discrimination, plutôt la non-discrimination, est une arme de guerre au service d'une idéologie qui est non pas l'égalité, comme vous le croyez et vous le dites, mais l'égalitarisme. Alors discriminer qui est l'arme de l'égalitarisme, et justement Éric Zemmour va préciser ce point. L'égalitarisme, c'est une idéologie qui consiste à assimiler toute distinction à une inégalité, toute inégalité à une discrimination, toute discrimination à une malveillance, et à faire du soi-disant discriminé une victime à vie et ainsi un persécuté. Or, c'est faux. Toute distinction n'est pas une inégalité, toute celle qui repose sur le mérite. Toute inégalité n'est pas une discrimination, toute celle qui repose sur le talent. Et enfin, toute discrimination n'est pas une malveillance. Quand vos fonctionnaires sont engagés dans votre ministère sur la citoyenneté française, c'est une discrimination puisque les étrangers ne peuvent pas être embauchés. Mais c'est une discrimination légitime. Quand on réussit, j'ai fini. Quand on réussit un examen ou quand on échoue un examen, c'est une discrimination, mais elle est légitime. Je dirais même mieux. Imaginez, je vous fais des avances, vous les refusez. C'est une discrimination, mais elle est tout à fait légitime. Ce n'est pas un service public. Mais non, heureusement, grâce à Dieu. Éric Zemmour conclura du coup cette séquence plus tard dans l'émission sur l'égalitarisme en proposant une alternative. C'est que c'est sans fin, votre histoire. C'est sans fin. Vous allez trouver toujours des gens
légitimement ou pas légitimement, qui vont se plaindre d'être discriminés. Vous fabriquez des victimes éternelles. Vous fabriquez des aigris. La vérité, c'est qu'il ne faut pas tenir ce discours aux gens. Il faut leur dire, c'est uniquement par le mérite et l'effort qu'on y arrive. Et ça a marché pendant des siècles en France. C'est que depuis 30 ans qu'on a cette idéologie délétère de la non-discrimination que ça ne marche plus. Parce que tout simplement, chacun se dit « Ah bah oui, moi j'ai échoué, mais c'est parce que j'ai été discriminé ». C'est ça, peut-être la plus grande perversité de votre idéologie. Alors là, ce qu'on a vu chez Éric Zemmour, c'était dès le début de l'émission, en fait, il attaquait très fort et très dur sur un point essentiel, c'est-à-dire un point idéologique, un des piliers, on va dire, de la pensée de la gauche politiquement correcte, etc., l'égalitarisme. L'égalitarisme, c'est bien l'idéologie qu'il faut pointer du doigt quand on s'attaque à la gauche, puisque c'est celle qui sous-tend tout le reste, en fait. Donc, il a été très bon, très percutant, il a employé des bons exemples, donc en parlant de faire des avances à Marlène Schiappa, qui lui a d'ailleurs bien répondu. Je ne suis pas en service public. Exactement, non, c'était une séquence importante parce qu'il allait au fond des choses de manière très directe, très pédagogique. Il a vraiment été excellent sur cette question de l'égalitarisme. Et en fait, eh bien, on a vu que sur cette séquence-là, eh bien, Marlène Schiappa, elle n'avait pas grand-chose à répondre parce qu'au fond, il avait raison et ben, elle a bien été obligée de l'admettre. Même si, bon, elle a essayé de ne pas laisser paraître cela. Mais malgré tout, c'était quand même vraiment magnifique. Et voilà, pour commencer l'émission, c'était une bonne mise en bouche, on va dire. Alors, il y avait cette partie sur l'égalitarisme, mais autre séquence qui était très attendue dans l'émission, c'est le débat sur l'immigration. La culture française, elle s'est enrichie successivement des vagues d'immigration en matière gastronomique, en matière de musique, en matière culturelle, et c'est cela qui font notre identité. C'est une forme d'assimilation. Là, je suis content parce que là, au bout d'un quart d'heure, ça y est, votre culture SOS Racisme ressort. La République, chère Madame Schiappa, je vous le répète, c'est l'assimilation. Ce n'est pas le multiculturalisme. On ne vient pas comme on est, ce n'est pas McDonald's. Ce n'est pas McDonald's, la République. On ne vient pas comme on est, on s'assimile à une culture dominante. Mais je ne peux pas laisser dire que je suis favorable au multiculturalisme. Mais vous y êtes, mais vous y êtes. Je suis opposée au communautarisme, au séparatisme. Je suis farouchement pour une identité commune. On vous a entendu, Marlène. Non, alors une identité commune, c'est bien ce que je dis, c'est une culture commune, et donc on s'assimile à cette culture commune. Alors là, une fois de plus, sur cette séquence, Éric Zemmour est excellent. Il met en porte-à-faux Marlène Schiappa, qui doit dire d'un côté, l'immigration nous a apporté plein de choses, a modifié notre culture, donc c'est excellent. Et de l'autre, oui, mais je suis contre le multiculturalisme, c'est pas bien. Donc en fait, elle dit tout est son contraire. Et ça, c'est effectivement une belle victoire d'Éric Zemmour dans ce débat. Maintenant, on ne peut pas s'empêcher de penser que le recours toujours à l'argument de l'assimilation peut paraître parfois un petit peu daté, tout simplement parce que déjà, les masses présentes sur le sol français sont quand même telle que l'assimilation de toutes ces personnes semble quand même un peu illusoire, en tout cas certains pourraient le penser. Et puis, même si c'était le cas, si par exemple demain 70% des Français étaient d'origine extra-européenne et parfaitement assimilés, ben, peut-être que ça ne serait pas forcément la France pour autant. Voilà, ça nous fait penser un petit peu à la phrase du général de Gaulle qui déclarait en substance que la France était avant tout un pays dont la population devait rester très majoritairement d'origine européenne. Donc l'assimilation peut être possible pour une petite minorité, mais pour les masses qui sont présentes actuellement et surtout qui arrivent, ça semble quand même compliqué. Donc, de ce point de vue-là, on peut un peu se poser des questions sur la pertinence de cette chose-là. Mais bon, après, c'est l'argument de Zemmour et qui était très bon en l'espèce, donc il n'y a rien à dire. Mais dans le débat, mais c'est vrai que sur le fond, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait peut-être poser. Mais en tout cas, il a pu mettre Marlène Schiappa en face de ses contradictions et c'est déjà excellent. Ben justement, la troisième partie de ce débat, c'était le grand remplacement, s'il existe ou non. Le grand remplacement n'aura pas lieu, non pas parce que l'extrême droite va bouter hors de France des hordes d'immigrés, non, mais parce que le démographe Hervé Lebras documente scientifiquement le fait que vous avez en France 9,3% de la population qui serait d'origine immigrée, comme le dit l'INSEE, et seulement 10% des naissances qui proviennent de couples immigrés. Donc cette menace du grand remplacement en France, elle est fausse. Il n'y a pas un peuple qui sera remplacé. On laisse Éric Zemmour.
Alors Éric Zemmour a évidemment répondu à Marlène Schiappa en critiquant Hervé Lebras. Alors d'abord, Hervé Lebras, le Lysenko de la démographie, vous avez raison de le citer, le Lysenko de la démographie. Je le connais depuis 20 ans, vous savez, Hervé Lebras, et je le lis, et je vous renvoie... C'est un grand démographe. Et oui, c'est un grand démographe, oui, un grand idéologue surtout. Un grand idéologue. Et je vous renvoie aux travaux de Michel Tribala qui sont beaucoup plus fiables et qui disent exactement le contraire. Et puis, Éric Zemmour a démontré à Marlène Schiappa que le grand remplacement était un phénomène historique tout à fait réel. Vous savez, l'histoire du monde et l'histoire du remplacement. Quand il y avait... mes parents viennent d'Algérie. Hein, avant la conquête arabe, il n'y avait que des juifs et des chrétiens, c'était l'Empire romain. Les musulmans ont conquis, ont gagné, les arabes ont gagné. Aujourd'hui, c'est un pays arabe. C'est le grand remplacement. Il n'y a que ça dans l'histoire du monde. Bon là encore, Éric Zemmour a été excellent. Son exemple de la colonisation et du grand remplacement arabe de l'Algérie actuelle, eh bien, ça a été une démonstration prenante. Et effectivement, Marlène Schiappa n'a pas grand-chose à répondre à ça. Alors ça reste malgré tout sur la thématique du grand remplacement parfois un peu vague, mais c'est normal. Hein. C'est un débat entre tous ces vivants, donc on ne lit pas des fiches comme ça, mais c'est vrai que quand Marlène Schiappa cite Hervé Lebras et que lui, Éric Zemmour cite Michel Tribala, c'est très bien, mais malgré tout, il y a d'autres éléments factuels à apporter. Le grand remplacement, c'est quand même le sujet vital. Donc, on aurait aimé que, par exemple, en plus des chiffres de Tribala, on puisse citer, par exemple, les dépistages de la drépanocytose chez les nouveau-nés, l'augmentation de la proportion de prénoms musulmans chez les nouveau-nés également. Voilà, ça aurait été des éléments en plus, malgré tout. Éric Zemmour a été très bon. Mais c'est vrai que sur ce sujet vital, on n'a jamais assez de preuves pour bien montrer, notamment aux indécis qui regardent ce débat, qui était quand même effectivement un succès d'audience, de montrer que le grand remplacement est bien une réalité, existe. Et voilà, donc Éric Zemmour a très bien fait le boulot malgré tout, mais un tout petit peu plus de précision sur ce sujet, c'est parfois intéressant. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de traiter tous les sujets. Exactement. En tout cas, le débat a quand même porté sur le grand remplacement. Inévitablement, évidemment, on est venu sur la question de Renaud Camus, l'écrivain qui a popularisé ce terme de grand remplacement. Marlène Schiappa, de toute évidence, l'a violemment taclé en affirmant que les promoteurs du concept de grand remplacement étaient responsables, tenez-vous bien, de l'attentat contre la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Donc vous voulez me dire, Madame Schiappa, que tous les attentats que nous avons subis en 2015, les centaines de morts au nom de Allah Akbar, ça veut dire qu'il faut interdire le Coran, puisque c'est des discours de haine. Il faut interdire le Coran, puisque le livre est un discours de haine, il a fondé 250 morts en France, dans l'année 2015. Je ne confonds pas du tout, je vous prends à vos propres mots. Là encore, Éric Zemmour a été excellent. Il a mis Marlène Schiappa face à ses contradictions, et les contradictions des tenants du politiquement correct, il y en a évidemment plein. Là, c'était frappant, puisqu'elle attaquait Renaud Camus en disant en gros qu'il avait été d'une certaine manière responsable de l'attentat de Christchurch par la promotion de discours de haine. Et là, il a dit, en réponse, on devrait alors interdire le Coran. Et là, Marlène Schiappa est évidemment très gênée, puisque c'est exactement le même discours inversé, et c'est le deux poids deux mesures, le fameux. Elle n'a pas grand-chose à répondre de pertinent. Alors justement, Nicolas, de manière globale, si on s'intéresse à l'intégralité de ce débat, quel regard est-ce qu'on peut avoir? Et puis surtout, qui l'a remporté, selon vous? Alors, c'est pour moi une victoire claire de la part d'Éric Zemmour, qui a mis plusieurs fois, on l'a vu, Marlène Schiappa face à ses contradictions et qui a relevé d'ailleurs des erreurs. C'était assez amusant, parfois même sur son propre prénom à Marlène. On ne savait pas quelle était l'origine, Éric Zemmour lui a appris. Et puis, il y a quelque chose qui était vraiment appréciable, c'était son courage. Il a su rester courageux face aux accusations de Renaud Camus. Il a défendu Renaud Camus, il a parlé de la censure des juges, etc., du pouvoir des juges. Donc il a été courageux, Éric Zemmour, et de manière générale, c'est lui qui a remporté ce débat, c'est évident. Il y a quelques petites choses à la marge qui étaient éventuellement à dire en plus, mais on était dans un débat vivant, effectivement, donc c'est compliqué de tout sortir en termes d'arguments à la suite. Il a beaucoup parlé de l'affaire du prénom. C'est vrai que parfois, c'était un sujet qui était déjà largement traité. On pouvait se dire que des sujets plus vitaux, comme ceux du grand remplacement, pouvaient être plus abordés. Mais là encore, il s'en est très bien sorti lors de ce débat sur le prénom. Et puis aussi, il a fait du Éric Zemmour aussi. On ne peut pas lui reprocher. C'est-à-dire que s'il est arrivé là, c'est aussi parce que il est lui-même, il est ce qu'il est. Parfois, il
il est un peu dur dans ses arguments, il coupe la parole, mais il est bon dans ce qu'il fait, il était très bon dans ce débat, et comme de manière générale dans tous les débats qu'il a dans son émission Face à l'info, et donc, eh bien, il a été brillant, et je le rappelle, sur l'égalitarisme en tout début d'émission, je pense qu'il a vraiment pointé du doigt le principal problème à attaquer, si on veut, si le politiquement correct doit un jour pouvoir être abattu. Et donc, là-dessus, attaquer l'égalitarisme, c'est plutôt un coup de chapeau. Alors, passons tout de suite à la revue de presse. Alors, Nicolas, pour commencer cette revue de presse, on s'attaque à l'humanité qui dérape, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque dans un dossier spécial consacré aux violences policières, eh bien, l'humanité a comptabilisé parmi les victimes de ces dites violences policières Mickaël Harpon, le terroriste islamiste de la préfecture de Paris. Ouais, alors c'est un dérapage hallucinant de la part de l'humanité. On a peine à comprendre. Alors évidemment, les journalistes se sont expliqués. Hein. La rédactrice en chef, Mone Vergnol, a déclaré « Je ne suis pas au courant, mais si c'est vrai, c'est n'importe quoi ». Donc le rédac-chef qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans son journal, c'est quand même compliqué. C'est un peu dommage. La journaliste qui a supervisé le dossier affirme qu'elle ne savait pas que Mickaël Harpon faisait partie des 26 recensés, puisqu'en fait, ils se sont appuyés sur une liste de victimes de la police rédigée par Bastamag, qui est un média très, très à gauche. Donc la journaliste qui est en charge du dossier n'a pas lu le dossier sur lequel elle s'appuyait, donc c'est quand même incroyable. Vérifier ses sources. Voilà. Et donc ça c'est ce qu'a d'ailleurs précisé la rédaction de Bastamag. Il ne s'agit pas de 26 morts victimes de violences policières, et ils se sont même étonnés du traitement réservé par l'UMA. Donc tout le monde est étonné, mais l'erreur est quand même absolument incroyable, puisqu'a priori c'est une erreur, en tout cas c'est l'excuse qui est donnée. Donc on peut juste se dire une chose, c'est que le niveau des journalistes de l'humanité est vraiment déplorable, l'humanité qui est largement sous perfusion des subventions publiques. Et malgré tout, il faut quand même avoir quelque chose en tête, c'est que cette polémique, elle ne doit pas pour autant masquer le fond. La réalité des violences gouvernementales, notamment dans le cadre de la crise des Gilets jaunes, et le gouvernement ne peut plus les cacher d'ailleurs, et on a même un mot de novlangue maintenant, quand on parle des violences policières, on dit dérives individuelles. Voilà, c'est le mot de novlangue pour ces actes qui sont, faut l'avouer, parfois impardonnables. Alors, il y avait eu une absence à relever pour cette semaine. C'est l'absent qui punit les auditeurs de Sud Radio. C'était Benjamin Griveaux qui a annulé sa venue à l'émission Sud Radio. Il était vexé, semble-t-il. Oui, il était vexé puisque la station Sud Radio avait évoqué à l'antenne ses absences à l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, du coup, il a décidé d'être absent aussi de Sud Radio. Donc, bon, c'est l'absence au carré. C'est quand même symptomatique d'un manque de courage qui est quand même très inquiétant pour quelqu'un qui prétend briguer la mairie de la capitale française. Voilà. Et aussi, ça montre quelque chose, c'est que Sud Radio fait du bon boulot, puisque pour énerver Benjamin Griveaux, c'est juste en ayant énoncé des faits, c'est quand même assez drôle. Donc, un petit coup de chapeau à Sud Radio, notamment à son président Didier Maisto, qui, à l'occasion de la soirée d'anniversaire des 6 ans de TVL, a reçu le prix de la rédaction. Donc, c'est pas pour rien, a priori. Effectivement, même quand on est journaliste, il faut quand même parler des sujets qui fâchent, même si on reçoit les personnes en question par la suite. Alors, justement, puisqu'on parlait de Sud Radio, je vous propose d'écouter ce qu'a déclaré Rost dans les studios de cette radio cette semaine, et c'était sur le plateau. On écoute ça tout de suite. Aujourd'hui, vous regardez la télé, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Vous allumez votre télé, n'importe quelle chaîne, vous voyez, c'est toujours les blancs. Non, mais arrêtez de dire ça, mais c'est une réalité. Alors là, quand on regarde cette vidéo, on est vraiment stupéfait. Tout d'abord parce que ce qu'il dit est complètement faux. C'est-à-dire que quand on regarde, que ce soit dans les médias, dans les émissions de télévision, dans les séries télé comme Plus belle la vie, etc., films, etc. Évidemment que la diversité, comme on l'appelle pudiquement, est présente, bien entendu. Donc c'est, premièrement, complètement faux. Et puis deuxièmement, c'est extrêmement... En tout cas, ça pourrait être perçu comme extrêmement raciste, puisque... quelqu'un qui dirait dans le Togo natal de Rost sur un plateau des noirs, il n'y a que ça à la télévision, ça serait très très mal vu, voilà. Surtout que malgré tout on est quand même dans un pays, la France, qui
et un pays européen où évidemment, bah oui, il y a des blancs sur les plateaux. Il en reste encore un petit peu, désolé Roth, mais il en reste encore un petit peu. Malgré tout, cette obsession anti-blanc de la part de Ross, bah, elle se retrouve dans d'autres sphères médiatiques. Je pense par exemple dans les propos de Delphine Ernotte, qui parlait du mâle blanc de 50 ans. Plus de 50 ans. Exactement. Là, regardez, on casse le mythe, là. Oui, une jeune femme, un jeune homme. Voilà, exactement. Donc on est des blancs, on est des blancs, désolé Ross. On est subversif, mais pas trop quand même. Et cette haine anti-blanc, elle a une triple signification. Premièrement, c'est l'ethnomasochisme, clairement, c'est la haine de soi, c'est évident, et qui est un peu propulsée par les oligarchies qui ont pris le pouvoir en Europe. C'est aussi la montée en puissance des minorités ethniques, mais qui du coup deviennent de plus en plus revendicatrices, comme on le voit avec Rost. Et puis, c'est une volonté de museler, on va dire, les Européens de souche, au prétexte qu'ils sont blancs, hétérosexuels, âgés, etc. Enfin voilà, tous les prétextes sont bons. Et eh bien, ça pourrait être, selon certains, un outil de tyrannie politique également. Donc il faut prendre toutes ces dimensions-là en compte. Alors on passe maintenant à un autre fait de cette semaine marquant, c'est la libération de Patrick Balkany, évidemment un événement médiatique majeur puisque c'était attendu de longue date. Et puis ça par sa femme surtout. Par sa femme surtout, particulièrement, aussi par Joachim Son-Forget. Oui, c'est vrai qu'il sur Twitter qu'il l'attendait particulièrement. Ouais. Mais en tout cas, c'est peut-être passé inaperçu. Eh bien, c'est que les décodeurs du monde nous ont encore une fois gratifié d'un magnifique bobard à l'encontre de cet événement. Oui, alors c'est tout simple. C'est Alain Finkielkraut qui, sur LCI, avait déclaré « Jamais personne n'est allé en prison pour fraude fiscale. C'est donc une forme d'acharnement complètement délirant » en parlant de l'emprisonnement de Patrick Balkany. Et les décodeurs du monde se sont empressés de faire un de ces articles dont ils ont le secret. Patrick Balkany n'est pas le seul fraudeur fiscal en prison, même si c'est rare, précise-t-il entre parenthèses. Et effectivement, ils disent, c'est un de leurs chapeaux classiques, c'est dans le titre, on dit non. Et puis en fait, on a un chapeau qui dit pourquoi c'est plus compliqué. Bon. C'est plus compliqué que ça. Exactement. Et alors la réalité, c'est tout simple. Et ça c'est d'ailleurs été noté dans un article d'André Perrin dans Marianne. 111 peines de prison ferme ont été prononcées en 2016, mais nous disent les décodeurs, elles sont pour la plupart aménageables. Alors aménageable, ça veut dire qu'on ne va pas en prison. Alors la plupart ou toutes, l'article ne cite aucun cas où une peine n'ait pas été aménagée. Et le seul exemple que les décodeurs opposent à l'assertion d'Alain Finkielkraut est celui de l'ancien président du club de football d'Angers. Avec cette précision, il avait fallu que ce dernier tente de se soustraire à la justice française pour que la police mette à exécution la peine de 2 ans de prison ferme. Donc, en fait, le seul exemple contraire aux déclarations d'Alain Finkielkraut que nous présentent les décodeurs, c'est l'exemple, certes, d'un condamné pour fraude fiscale, voilà. Mais en fait qui a été arrêté parce qu'il fuyait la France. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez classique chez les décodeurs. C'est un gros bobard. Et la conclusion de l'article est intéressante par André Perrin. À ceux qui subodoreraient qu'on peut se livrer à la désinformation sous couvert de réinformation, le Monde vient de donner raison. Et oui, c'est un classique des décodeurs du Monde. On n'est pas étonné. Et ça nous rappelle que la cérémonie des bobards arrive très bientôt. Et donc, c'est le moment de s'inscrire sur le site bobardor.fr. C'est le moment. Alors pour continuer cette revue de presse, le mois de janvier de 2020 a été marqué par une hausse énorme de la délinquance. Une situation qui est gravissime mais qui n'a pas l'air d'inquiéter Laurent Geoffrin. On écoute tout de suite ce qu'il a dit à ce propos. Les homicides, ça augmente un peu mais pas beaucoup. Probablement pas plus que la population. 18%, c'est pareil. 18%. Non mais là c'est d'une année sur l'autre. Oui. Peut-être que c'est lié à ce que dit monsieur. Et j'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste. Mais... Deuxièmement, quand on regarde les chiffres internationaux, la France est un des pays les plus sûrs du monde. Là de très loin. Ah bon? Et vous les sortiez d'où ces chiffres? Eh bien, vous les regardez, vous les vérifiez. Non, mais quelle source? Comparé entre l'Europe et les autres zones mondiales, là, il n'y a aucun doute. Oui, alors là, c'est clair. Laurent Geoffrin joue clairement un rôle d'intoxicateur médiatique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est énorme quand il dit qu'il y a une hausse légère, que c'est 18% d'homicides en plus. C'est hallucinant. Et d'ailleurs, Laurence Ferrari et les chroniqueurs sur le plateau lui disent, bon là, t'en fais un petit peu trop quand même. Évidemment que c'est une hausse énorme et ça ne sert à rien de le nier. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que ce débat de la hausse de l'insécurité, c'est un débat qui est plus large et qui vient après une polémique en fait sur le sujet, mais concernant les chiffres de l'année 2019, qui étaient eux aussi très mauvais.
Et ces chiffres, eh bien, ils n'avaient pas été traités par les médias, comme nous l'apprend BFM. Des chiffres passés quasiment inaperçus lors de leur publication. Cette hausse n'a suscité que peu de réactions, malgré qu'il y ait une forte hausse avec 9% d'homicides en plus, etc., ce qui était quand même très conséquent. Alors, il y avait eu un premier silence sur les chiffres de 2019. Donc c'était un choix éditorial très clair, où la paresse journalistique, ceci étant dit, rien n'est exclu. Les chiffres sortent très tard aussi, c'est à dessein. Oui, mais là, il y a eu plusieurs semaines sans que ça soit traité médiatiquement. Donc c'est quand même très grave. Et ce qui est hallucinant, c'est quand on compare évidemment avec la médiatisation d'autres faits, comme par exemple les féminicides, évidemment, où là, tous les chiffres sont connus en temps réel. Voilà, donc c'est le choix éditorial. Et on revient sur cette polémique, sur cet extrait avec Laurent Geoffrin. Puis on voit que... finalement, même face à la réalité crue des chiffres, eh bien, certains restent complètement aveugles, et c'est quand même assez triste. On va passer tout de suite au deuxième sujet pour cet immédiat. Et on s'intéresse maintenant à Ulrich Cabrel, un migrant très médiatique, la coqueluche du moment, pour des médias qui sont toujours ravis de pouvoir promouvoir l'immigration extra-européenne en France. Ulrich Cabrel, un migrant soi-disant mineur à son arrivée en France, qui est scolarisé à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor et qui raconte dans un livre écrit avec un bénévole qui l'a accueilli son périple avant d'arriver en Bretagne. La promotion de ce récit a été colossale. Par exemple, j'ai des morceaux choisis là d'un article de Ouest France. Jeune migrant Ulrich Cabrel a trouvé sa terre promise à Saint-Brieuc. Ulrich, qui aura 19 ans en avril, respire l'air de la Bretagne à plein poumon. Il s'y sent chez lui, ce beau gosse qui ne manque pas de tchatch, comme il aime se présenter, déborde d'énergie. Alors Nicolas, que penser de ce traitement médiatique ? Alors la fascination médiatique, elle a été totale, puisqu'on a Ouest France qui s'est intéressé, mais les médias locaux, les médias nationaux également. On a un passage devant les caméras de Brut, qui avait dépêché un reporter sur place pour Saint-Brieuc, pour découvrir cette histoire. Donc on a un long reportage de Brut. Il est passé également à On n'est pas couché, devant Laurent Ruquier qui l'a invité. Il était avec le co-auteur de son livre. Et d'ailleurs, On n'est pas couché, il y avait une scène surréaliste de ce jeune migrant qui se targue évidemment de vouloir devenir chanteur et qui tente un slam, c'est-à-dire une chanson parlée sur son voyage. Et il faut le dire très honnêtement, c'était d'un niveau extrêmement médiocre, voilà, pour être, et même en étant un petit peu gentil et bienveillant. Mais ça a suffi à émouvoir aux larmes Clara Luciani, qui est une chanteuse à la mode bien connue. Donc c'était vraiment une scène incroyable. En tout cas, on ne sait pas pourquoi elle pleure. En tout cas, non, mais elle a dû être émue. Tout sur le plateau, tout le monde avait l'air très grave, alors que lui, il butait sur les mots, que c'était honnêtement pas d'un talent, c'est un talent poétique quand même assez limité. Mais en fait, il y avait une admiration pour cet homme qui est en fait finalement révélatrice d'une espèce de forme de racisme sous-jacent. En fait, il trouve un migrant qui produit un contenu culturel vaguement valable, et ça suffit à le porter au nu, à l'inviter sur toutes les émissions, etc. C'est quand même un peu triste. Voilà, c'est regarder un petit peu cette personne qui réussit, alors qu'en réalité, par rapport à la moyenne d'un Français de 19 ans, il n'y a rien de glorieux, loin de là. Donc c'est une promotion médiatique un peu qui est compréhensible uniquement par rapport à cette vision raciste entre guillemets des choses. Et alors il y a un aspect de propagande médiatique classique avec surmédiatisation totale, etc. Et il y a aussi quelque chose qui est plus étonnant, c'est que, avec Jean-Yves, on parle souvent du fait que les figures migrantes qui sont mises en avant par les médias, il y a toujours un problème. Soit en fait il est violent, soit c'est pas aussi bien pas aussi bien qu'il en a l'air, etc. Et là, on se retrouve face à un cas un petit peu différent. C'est qu'il a un discours qui en fait n'est pas forcément politiquement correct. Pourquoi ? Parce qu'à plusieurs reprises, il le dit dans une interview, que l'Europe et la France sont des paradis pour les Africains, où tout est gratuit, dit-il. Mais en fait,
C'est gratuit. C'est gratuit on quand paye des on impôts. est migrant. Oui, voilà, mais quand et qu'on arrive. En fait, et qu'on est mineur, surtout. Il parle par exemple de la cantine gratuite, etc. Mais non, en fait, il y a des impôts qui payent ça. Mais bon, passons. En tout cas, pour lui, l'Europe et la France sont des paradis pour les Africains. Donc, c'est pas du tout le même discours que, par exemple, celui tenu par Rokhaya Diallo, qui parle de racisme systémique de la France comme d'un État et d'un pays complètement raciste, etc. Donc, c'est pas du tout le même discours. Donc, déjà, ça invalide ça. Et puis, deuxièmement, sur le plateau dont on n'est pas couché, il a quand même fait une réponse à Valérie Trierweiler qui lui demandait s'il se sentait chanceux par rapport à d'autres migrants qui seraient, eux, exclus. Mais à lui, il a répondu de manière un peu étonnante. « Je ne dirais pas que les migrants sont exclus de la société. Je n'aimerais pas utiliser ce terme qui est un petit peu trop fort. C'est aux migrants aussi de forcer l'intégration. » Donc, on a en fait quelqu'un qui, sur le plateau n'est pas couché, dit « non, en fait, la France n'est pas raciste. La France... est un pays de cocagne pour les migrants où il n'y a pas de racisme d'État, ou en tout cas il ne le dit pas, mais on sent que ça... Enfin, c'est un peu l'analyse qu'on peut en avoir. Et en plus, il dit, non, mais ceux qui ne s'intègrent pas, c'est parce qu'ils ne font pas l'effort de s'intégrer. Donc voilà, on a un discours finalement politiquement incorrect, et alors sur le plateau, on sent un petit peu de gêne, mais il passe très vite à autre chose. Voilà, le but, c'est pas d'avoir un discours de ce genre. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Nicolas. On arrive à la fin de cet Immédiat. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci, Nicolas. Immédiat reprend, bien sûr, son cours normal dans les semaines qui arrivent. Oui, alors, merci, Floriane, surtout pour avoir pris la suite. Exceptionnellement, un petit peu dans l'urgence, mais c'est très bien. Alors, Immédiat reprend son cours normal. À la différence que je ne serai pas là la semaine prochaine, mais Jean-Yves Le Gallou sera là avec Michel Geoffroy. Normalement, s'il est rétabli. Ça devrait aller. Voilà, ça devrait aller. Donc on lui voilà. souhaite. Mais en tout cas, moi, je retrouve les téléspectateurs dans 2 semaines. Et Floriane, peut-être qu'on se reverra à l'avenir sur un Immédiat, pourquoi pas. Avec plaisir, Nicolas. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux, à la liker. Et on vous remercie et on vous dit à très bientôt.